J'ai pour invité sur ce dernier panel deux femmes, Sophie Coulon-Renouvelle et Solène Marquet de chez Arkea et Mastercard. Il a fallu quand même faire des prouesses en matière de réorganisation de l'agenda. Donc merci beaucoup de vous être rendu disponible plus tardivement aujourd'hui pour nous faire part de votre expérience. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter à l'audience ? Avec plaisir, bonjour à tous. Sophie Coulon-Renouvelle, je représente Crédit Mutuel Arkea, qui est une banque coopérative et mutualiste très implantée en Bretagne, où elle a ses origines il y a plus d'une centaine d'années, sud-ouest également, et puis qui a diversifié toute son activité pour aller sur toutes les verticales de la banque, sauf la banque d'investissement, c'est la seule sur laquelle on n'est pas, avec un très fort attachement au fintech depuis une quinzaine d'années, ce qui fait qu'on est des acteurs qui accompagnons Fortuneo, Monext, Litchi, Pumpkin, Mango, enfin des noms que vous connaissez et qui ne sont pas forcément directement liés dans la tête de chacun avec un groupe coopératif et mutualiste. Voilà, en quelques mots. Merci. Bonjour à tous, Solène Marquet. En ce qui me concerne, je représente Mastercard. Je pense que, je ne sais pas d'ailleurs si les gens connaissent Mastercard, c'est un réseau de paiement. On connaît souvent le mot, mais on ne sait pas ce qu'on fait. Et notre métier, c'est vraiment de relier les différents acteurs de l'économie, les particuliers, les entreprises, les institutions financières. Et donc, c'est la force de ce réseau qu'on essaye également de mettre au service d'échanges plus vertueux. On parle d'échanges sécurisés, d'échanges transparents, mais également plus vertueux. Et pour ma part, je suis responsable produit pour la France. Et dans le cadre de mon travail au quotidien, on essaye également de traduire les engagements de Mastercard, sociétaux et environnementaux, dans le cadre de nos solutions, dans le cadre de nos relations avec nos partenaires bancaires, financiers et fintech, avec lesquels on travaille beaucoup également. Merci beaucoup. Alors, on aura compris que votre quotidien, c'est donc l'utilité sociale et vous allez nous parler des chantiers sur lesquels vous travaillez. L'objectif ensemble, c'est vraiment qu'on puisse ressortir des cas d'usage qui vous animent toutes les deux et qui animent vos équipes et que, à nouveau, ce soit des éléments actionnables par l'audience qui permettent également d'inspirer cette audience. Donc, je vais vous demander quand même de rentrer un petit peu dans la matière et de nous donner vraiment des détails même opérationnels voilà, pour inspirer l'audience. Alors, la première des questions que j'aimerais vous poser, justement, c'est déjà, dans un premier temps, quels sont les gros chantiers sur lesquels vous avez fixé des priorités, que ce soit en France, pour Mastercard, ou au niveau également international ? Alors, Mastercard a d'abord un grand objectif au niveau mondial, enfin au niveau groupe en tout cas, qui est l'inclusion. Et quand on parle d'inclusion, cela recouvre plusieurs réalités. Il y a d'abord l'inclusion sociale et financière, bien évidemment. Comment faire en sorte de s'assurer que l'ensemble des personnes soient bien connectées au système bancaire et financier, ne laisser personne sur la route. C'est l'inclusion sociale, c'est l'inclusion de genre, c'est l'inclusion des petites et moyennes entreprises, s'assurer qu'effectivement, elles aussi aient accès à l'ensemble des services dont elles ont besoin pour grandir. Ça nous a paru d'autant plus frappant après la crise que nous avons traversée. Et l'autre volet de l'inclusion, c'est également tout le volet environnemental, puisque Mastercard a pris le parti de s'intéresser au sujet du réchauffement climatique, et à ce titre, avec le constat que cela touche plus volontiers l'ensemble des populations les plus fragiles et déjà qui souffrent d'exclusion des systèmes sociaux et financiers. Et donc, l'idée, c'est de mettre tout en œuvre, la force de notre réseau, la force de nos partenaires, la force de nos solutions pour adresser ces deux volets que sont l'inclusion financière et sociale et le volet environnemental avec la lutte contre le réchauffement climatique. Donc ça, c'est au niveau du groupe. Donc vous avez ces grandes guidelines qui sont fixées. Après, j'imagine qu'au niveau du pays, de la France, vous avez également des guidelines propres. Oui. Alors, sur la partie environnementale, ça reste pour nous un élan groupe, un élan mondial, parce qu'on part du principe que le réchauffement climatique est une problématique mondiale. Et à ce titre, on va se reposer sur les impulsions et les investissements qui sont faits au niveau groupe et qu'on essaye de décliner sur notre pays avec on va dire un triptyque. Le premier qui est déjà de réduire le propre impact carbone de notre industrie carte et de paiement et essayer de travailler à la réflexion et à la recherche sur des matériaux qui soient plus satisfaisants
d'un point de vue environnemental, je parle de matériaux cartes. Le deuxième volet, c'est comment contribuer à l'éducation, à la sensibilisation du grand public sur les enjeux environnementaux, avec par exemple la mise à disposition d'outils de calcul de l'impact carbone, comment est-ce que je peux scorer mes transactions, adopter une consommation plus vertueuse. Et le troisième volet, c'est de constituer cette coalition que l'on appelle la Priceless Planet Coalition, et qui est pour objectif de replanter 5 millions d'arbres à horizon, 100 millions d'arbres à horizon 2025, et donc d'agréger l'ensemble de nos partenaires pour essayer de collecter un maximum de fonds au service de cette compensation, en attendant qu'on fasse mieux collectivement en faveur du réchauffement climatique. Donc ça, c'est la partie environnementale. Et en revanche, sur le volet social, on se localise un peu plus parce qu'effectivement, la problématique d'inclusion, elle est vaste, mais elle est très spécifique également en fonction des pays, en fonction des réalités économiques et sociales de chaque marché. Et là, c'est vraiment sous l'impulsion de nos country managers et des personnes, les personnes de nos équipes en France, d'essayer d'identifier les bons projets avec lesquels on peut travailler main dans la main avec les banques. Mais on y reviendra peut-être en détail un peu après. Je vais juste poser une dernière petite question. La Priceless Planet Coalition, c'est une initiative Mastercard ou oui. plus au niveau de l'industrie? C'est une initiative Mastercard, mais qui tente à fédérer l'ensemble de l'industrie, les marchands, les banques, les fintechs, les opérateurs de transport, enfin tous ceux qui transitent à un moment ou à un autre par les rails Mastercard, pour essayer de démultiplier l'impact, effectivement, parce que là, on est vraiment sur des ambitions mondiales. Merci. Sophie, au niveau d'Arkea? Alors, on va avoir vraiment des grandes similitudes. Pour Arkea, l'ambition est d'accompagner les transitions de nos clients et de nos parties prenantes parce que nous sommes un acteur de l'économie, que l'argent, c'est aussi le pouvoir et que du coup, on a ce pouvoir d'influence. On souhaite nous-mêmes se transformer et accompagner les transformations de toutes nos parties prenantes avec des axes majeurs, mais après, ça se ramifie dans plein de directions. Proposer des gammes à impact, des produits et des services à impact, les proposer, pas être moralisateur, mais être dans cet effet d'émulation, en fait. Avoir aussi un développement responsable des territoires. On est très, très présent dans certains territoires. Du coup, ça nous donne de grandes responsabilités. On souhaite vraiment appuyer de tout notre poids sur la transition dans ces territoires. On souhaite évidemment avoir pour nos expériences clients une amélioration constante, une intimité, une personnalisation. C'était déjà vrai avant, mais le client change, ses besoins changent et du coup, c'est un axe majeur. Voilà les gros thèmes généraux. Et puis, on a une verticale sur l'ensemble de nos sujets qui est de promouvoir le partenariat et la collaboration, considérant que tout ça, c'est à jouer à l'ensemble des échelles, locales, régionales, nationales, parfois européennes, avec tous les acteurs. Donc la collaboration est vraiment au cœur de ce mouvement. Tout à fait, merci beaucoup. C'est déjà très clair. Alors, on parle de collaboration, on parle d'initiatives. Est-ce que vous pourriez nous citer chacune des initiatives vraiment concrètes, avec ou sans collaboration, c'est-à-dire développées en interne ou avec un partenariat avec une fintech, par exemple, et nous expliquer dans quelle mesure ça s'inscrit avec les chantiers dont vous parliez tout à l'heure? Quand vous parlez de collaboration, de toute façon, déjà, Mastercard, par définition, est obligé de collaborer, puisque nous parlons rarement avec le grand public, on va dire. On est un réseau B2B, donc on est obligé de collaborer pour toucher les clients finaux. Et à ce titre, notamment sur la partie inclusion que j'évoquais tout à l'heure, sur toute la dimension sociétale, etc., on travaille main dans la main, à la fois avec, alors peut-être pas que des fintechs, mais en tout cas des jeunes pousses, des startups, et surtout des organisations qui ont un métier qui n'est pas le nôtre, qui vont nous aider justement à développer des services digitaux en faveur de l'inclusion financière ou de l'inclusion sociale. Et ensuite, on va travailler main dans la main avec effectivement nos partenaires bancaires pour les relayer, les pousser, les promouvoir auprès du public final. Donc, de toute façon, on est obligé de travailler en collaboration. Et à titre d'exemple, mais je pense que vous y reviendrez plus en détail, on s'est beaucoup intéressé au sujet de l'intégration des jeunes filles, notamment dans tout ce qui est la science et la tech, sur lequel elles ont tendance à s'auto-censurer ou en tout cas à ne pas être exposées de la même façon peut-être que les garçons. Et on a développé un contenu avec Crédit Mutuel Arkea pour justement
promouvoir la science, la tech, du leadership féminin auprès de ces jeunes filles. Donc c'est un des exemples de collaboration, et en collaboration avec Trace Academy, qui est donc une chaîne télé sur cette cible-là. Un autre exemple, c'est de travailler avec la Fondation Crésus, qui lutte régulièrement, enfin qui est dans la mission est de lutter contre le surendettement, et avec lesquels on a développé un module d'éducation budgétaire. Voilà, on sait qu'en France, près de 50% des personnes ne savent pas calculer un taux d'intérêt de 100 € sur un an. Près de 70% des personnes se disent en difficulté en fin de mois. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas les moyens, ça veut dire souvent qu'ils se sentent un peu débordés par la gestion financière. Et donc, on a conçu ce module qui permet de sensibiliser dans sa vie de tous les jours sur les arbitrages. Et là aussi, on compte sur l'ensemble de nos partenaires pour diffuser ces contenus auprès de leur public. Donc ça, c'est ce que vous avez développé en France particulièrement. Absolument, c'est ce qu'on parlait. Voilà, ça, c'est le niveau localisation, c'est-à-dire que l'idée, c'était de problématiser à l'échelle de notre pays qu'est-ce que ça veut dire l'inclusion financière, qui sont les personnes exclues du système, quelles sont les populations, les situations que ça concerne et comment on peut y répondre, petite brique par petite brique. Il n'y aura pas une réponse uniforme. Parfait. Et sur Arkea, est-ce qu'on peut parler de Brest, par exemple? On peut parler de Brest, tout à fait. Dans la favorisation de l'ensemble des collaborations, on a créé une structure qui s'appelle Brest avec 3 S, Smart Science et Startup, qui vise à faire une pau efficace entre les fintech et le corporate, à permettre un très bon lien, une bonne collaboration entre des mondes qui sont assez différents, qui ne parlent pas le même langage, qui n'ont pas le même rapport au temps. En fait, ça s'apprivoise, ça se professionnalise. Donc, on a cette structure-là qui est en contact avec les fintech, qui est en contact aussi avec les écoles, les collectivités territoriales où nous sommes implantés et qui fédère les énergies autour de l'emploi, de belles valeurs ajoutées. Et puis, le lien avec les corporates qui vont donner une autre dimension, qui vont pouvoir avoir une caisse de résonance, que ce soit pour inspirer, on parlait des jeunes filles, mais plus largement l'ensemble des talents, s'inspirer, croire dans la tech et croire dans la création d'un autre monde, que ce soit pour faire des collaborations très concrètes. On travaille sur ce qu'on appelle par exemple le DeFinTech en lien avec certaines de nos startups, notamment Pumpkin, qui a cette approche très communautaire et très en lien avec les attentes des jeunes générations pour faire réagir par rapport à des besoins bancaires, par rapport à des besoins financiers des populations d'étudiants et co-créer ensemble des nouvelles réponses. Donc voilà, on est vraiment dans la proximité très forte, des choses qui sont parfois dans l'idéation, parfois dans la partie plus industrielle pour faire sortir des produits, un peu sur toute la gamme. Parfait. Mais alors concrètement, quand on veut travailler avec vos groupes, qui sont quand même des grands groupes, ça peut parfois impressionner des plus petits acteurs. Comment est-ce que se nouent ces collaborations? Sur base de quoi? Est-ce que vous travaillez avec des proof of concept? Comment vous sélectionnez les partenaires? Si je poursuis, on a en fait créé une structure deal flow sourcing qui est présente dans tous les écosystèmes de FinTech en France. On est présent depuis 2012 et ils se sont énormément développés. Et ce qui fait qu'en fait, on vient vers nous assez naturellement. La question après, c'est de savoir jusqu'où on va pouvoir aller. Est-ce qu'on peut faire du business ensemble et dans le temps qui intéresse les FinTech? Donc, c'est après des choses très concrètes. Et puis, au fur et à mesure qu'on tisse ces liens, le réseau en fait fait son œuvre, le bouche à oreille fait son œuvre. Donc ça, c'est tout un canal. Et puis après, il y a le deuxième canal qui est l'interne, la partie banque traditionnelle qui est en contact avec les territoires, qui permet de capter directement des besoins et qui nous les adresse aussi sur ce format, par capillarité sur ce format. Alors, il y a un des points que vous aviez relevé quand on a préparé ces discussions, qui est le legal fast track. Moi, je l'ai vécu, en tout cas, quand j'étais dans la banque. Et c'est vrai que parfois, au niveau des services juridiques, ça peut mettre un petit peu de temps. Et c'est vrai que c'est crucial, justement, avec ces collaborations, d'aller très vite. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Alors, oui, on s'est rendu compte, en fait, qu'entre l'intention de travailler avec des fintechs qui ont un super produit qu'on pourrait refaire, mais en fait, il est tellement super, il est tout de suite disponible. Et puis, la réalisation, alors que l'idée est vraiment très, très claire dans les têtes des uns des autres, la réalisation, parfois, elle met 6 mois au mieux, 9 ou 12 mois, et en fait, la FinTech, elle est sollicitée par plein d'autres acteurs et elle est passée à autre chose. Donc, en fait, ces temps-là d'analyse de la partie compliance, la partie risque, la partie administrative, juridique, c'est un facteur clé de réussite de la collaboration.
Et on s'est attaché à définir un plus petit commun dénominateur sur lequel se mettre d'accord, sans laisser tomber les aspects régulatory de la banque qui sont vraiment des incontournables, mais les faire savoir et les expliquer. Et puis, sans non plus handicaper la structure de tout un tas de demandes qui pourront éventuellement, d'ici 1 an ou 2, être rencontrées si la collaboration et l'intérêt de la collaboration est absolument démontré. Donc vraiment, trouver ce plus petit commun dénominateur, et puis après, on avance avec le fait de pouvoir aussi communiquer sur le sujet en interne pour que nos compliance, risques et l'ensemble des chaînes soient rassurés sur le fait que le risque est maîtrisé, il est bien dans le cadre d'appétence au risque, c'est OK, et on avance ensemble. Et du coup, en fait, on a vraiment ce côté porosité, l'interne et l'externe, grandissent ensemble. Alors chez Mastercard, il y a quelque chose que vous aviez évoqué, Solène, c'était au niveau des équipes. Comment vous êtes structuré en interne, justement, pour que ça fonctionne bien, ces collaborations? Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, je vais juste répondre à votre première question sur comment est-ce qu'on peut venir vers Mastercard avec ce type d'initiative en tête ou de projet. Il y a effectivement 2 canaux. Le premier, ce sont nos partenaires bancaires et financiers qui viennent vers nous avec des idées. Voilà, on a tel ou tel projet, on a telle ou telle organisation, fintech qu'on aimerait porter, soutenir, etc. Comment est-ce que vous pouvez nous aider? Donc ça, c'est une première entrée en matière. La deuxième qui se fait de façon plus structurée avec nos programmes que l'on appelle Start Pass. Le fait même qu'on soit là aujourd'hui, c'est parce que nous subventionnons et faisons partie du SWAVE qui effectivement agrège un certain nombre de fintech. Donc voilà, donc il y a quand même un accès relativement simple à Mastercard France. Ensuite, en termes de structure, de collaboration, c'est sûr qu'on n'a pas de responsable sustainability, comme on dit chez nous, sur Mastercard France. Donc, il y a soit les grands projets à l'échelle, effectivement, internationale, groupe, qui sont guidés, évalués, qui passent par les fourches codines de voilà, toutes les revues juridiques, légales, comptables, etc., qui arrivent proprement chez nous. Et puis, il y a celles qui viennent effectivement à l'initiative des pays. Et là, généralement, on a plutôt un rôle de fédérateur, de sponsor. On ne touche pas à notre cœur de métier. Ça ne va pas avoir un impact sur nos infrastructures, qu'elles soient comptables, techniques ou autres. On est vraiment là pour être un accélérateur, de jouer de notre position de réseau pour effectivement faire connecter les personnes, sponsoriser quand ça nous paraît faire du sens par rapport à nos propres ambitions et à nos propres engagements. Merci beaucoup. Alors, l'un des points qui est critique quand on lance ce type de projet et d'initiative, c'est toujours le retour sur investissement en termes d'impact. Donc, de manière vraiment très concrète, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous mesurez l'impact de ces chantiers, de ces initiatives ? Sur la partie environnementale, ça va être assez simple. On s'est fixé un objectif, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est 100 millions d'arbres à horizon 5 ans. Donc on va compter les arbres, grâce auxquels, avec tous les engagements et les partenaires qu'on espère rassembler dans la coalition, là, en l'espace d'1 an, on est passé de 10 à 50 partenaires dans cette coalition. Rien qu'en France, on a déjà signé un premier partenaire. Enfin, signé, c'est pas un beau mot, mais en tout cas, on a engagé un premier partenaire et avons nous-mêmes initié des campagnes à l'échelle du marché en faveur de cette cause de reforestation. Et on est déjà capable de dire, à la fin de l'année, que l'on a engagé pour la replantation de 500 000 arbres rien que sur la France, ou sur l'Europe. Voilà, donc on est capable de quantifier comme ça la façon dont on atteindra cet objectif. Sur la partie sociale, forcément, c'est un tout petit peu plus délicat. Donc on va plutôt compter en nombre de personnes que l'on a réussi à atteindre, voilà, grâce encore une fois à la collaboration avec nos réseaux de partenaires. Voilà. Merci. Alors sur ce sujet de mesure de l'impact, on a démarré il y a maintenant un peu plus de 18 mois un travail justement de qualification de ce qu'on appelle l'impact extra-financier. Évidemment, pour une banque régulée, l'impact financier, c'est important. Ça, c'est la pérennité. Mais l'impact extra-financier, c'est ce qui permet de capter, quand on dit qu'on veut accompagner les transitions, l'efficacité et la durabilité de nos actions. Donc, un travail a été fait avec des expertises externes, avec des échanges avec nos partenaires qui sont aussi très intéressés par ces sujets-là. Et on a abouti à une mesure en euros, parce qu'on compte bien les euros dans la banque française. Une mesure en euros qui va regarder pour chacune de nos actions dont on considère qu'elles vont avoir de l'impact, quel est le volume de ces opérations, quel est l'impact et comment ça se traduit. Donc, par exemple, l'accès à un habitat en propriété
pour des habitants, des personnes qui vont démarrer un patrimoine. On considère que c'est un élément social à valoriser. On va pouvoir mesurer combien de personnes on accompagne dans cette démarche-là. Transformer de l'épargne traditionnelle, non orientée, en de l'épargne à impact, de l'épargne diverte, mais à impact de manière plus générale, article 8, article 9, ça va être des choses qu'on va mesurer et on va regarder comment ça évolue dans le temps. On va aussi regarder, évidemment, le soutien de l'économie et le nombre d'emplois créés par rapport à un certain nombre d'industriels, de services, d'associations qu'on accompagne. Voilà, donc le terrain de jeu est énorme pour calculer l'impact. On a cartographié ça, on a fait notre première mesure. La méthodologie est encore à raffiner, bien sûr. Et puis, on souhaite avoir de plus en plus d'impact au fur et à mesure et pouvoir orienter aussi les ressources qu'on alloue dans les différents domaines pour être sur les aspects ESG vraiment présents dans tous les compartiments. Merci. Alors, un des points que j'aime bien relever quand on a ce type de panel avec ce retour d'expérience terrain, c'est quelles sont pour vous les clés d'une collaboration efficace en termes d'impact, des collaborations en interne avec les équipes et également en externe avec les partenaires ou les fintechs avec lesquels vous travaillez. Qu'est-ce qui fait que ça peut vraiment bien marcher ? Alors, sur la partie sociale, comme je le disais, qui est beaucoup plus à la main des pays, des équipes plus petites, où effectivement on n'est pas forcément structuré avec un département de RSE, contrairement effectivement à l'échelle du groupe. Là, c'est vraiment effectivement une notion un petit peu de foi quand même. C'est donc les personnes les plus motivées, intéressées, connaisseuses, expertes qui s'agrègent ensemble sur un certain nombre de projets, bien évidemment impulsés par notre country manager et nos responsables marketing au sein des équipes. Voilà, donc le succès, c'est plutôt énormément de volonté, énormément d'envie, le choix des bons partenaires, effectivement, à l'échelle locale, que ce soit pour ceux qui créent les contenus, créent les savoir-faire, et que c'est ceux sur lesquels que l'on va agréger, et les bons partenaires en termes de distribution. Donc, s'appuyer aussi énormément sur les retours de nos partenaires, c'est-à-dire qu'avant de se lancer, il y a quand même toute une phase d'idéation avec les potentiels partenaires qui distribueraient l'une ou l'autre de nos initiatives, d'essayer de comprendre si ça répond bien à un besoin qu'eux-mêmes identifient au sein de leur écosystème et si la réponse qu'on souhaite apporter est conforme à ce qu'ils en attendent. Donc il y a quand même en amont tout un travail de défrichage avant bien évidemment de se lancer dans des initiatives comme ça. Merci. Sophie, un avis ? Complètement en phase avec cet aspect-là. Je dirais que le premier élément d'une collaboration réussie, c'est de savoir sur quoi on a envie de collaborer, de se mettre vraiment très au clair sur les sujets sur lesquels on va vouloir mettre le poids du corps, le caractériser. Est-ce qu'on veut s'inspirer? Est-ce qu'on veut se développer commercialement? Est-ce qu'on veut se développer géographiquement par des partenariats? Enfin, vraiment être très clair sur ce que l'on cherche, parce qu'il y a plein de moyens d'intervenir. Et parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Si on les allume tous, on n'en réussit aucun. Donc vraiment être très clair et peut-être démarrer, si on devait n'en réussir qu'un, ce serait quoi le premier? Et puis après, quand on aura réussi ça, qu'est-ce qu'on ira chercher? Et vraiment le faire de manière méthodique, comme on le fait dans le reste de nos activités. En fait, la collaboration obéit à ces mêmes logiques-là. Je dirais que le deuxième point, c'est aussi le temps qu'on va se donner des rendez-vous réguliers et s'assurer qu'on est bien en phase, et puis se débriefer pour faire cette boucle apprenante. En fait, ça ne marche pas tout seul du premier coup. Donc, voilà, trouver les petites boucles, comme dans l'agile, trouver les petites boucles qui vont nous permettre de réadapter, réajuster, avec une grande humilité de part et d'autre. Si c'était simple, ça aurait déjà été fait. Donc, on est en train de faire un truc génial. Donc, donnons-nous le temps, mais avec la même rigueur que ce qu'on fait d'habitude dans le reste de nos activités. Parfait. Alors, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Vous êtes les dernières intervenantes. Quelle motivation vous pourriez donner aux personnes qui nous écoutent pour se lancer dans l'impact et vraiment avoir cette foi en elles? C'est pas une petite ambition, ça. Est-ce qu'il y a un projet? Non, mais en fait, parce que quand on s'est parlé pour préparer cet épisode, j'ai vraiment senti le feu qui vous animait. S'il y a un projet qu'il faut que vous reteniez, dont vous êtes particulièrement fiers, en disant, bah voilà, on a fait ça, ça a donné tel résultat et ça marche.
Alors, je m'en voudrais beaucoup de me l'approprier, ce projet en l'occurrence, mais c'est un dont j'ai pu vraiment assister à l'ensemble depuis la genèse, le début de l'idée jusqu'à son éclosion. J'en ai fait partie dans la réflexion, etc. Mais ce n'est pas moi qui l'ai porté en interne. Et les personnes qui l'ont porté, je suis absolument admirative, effectivement, de l'énergie qui a été mise entre j'ai identifié cette problématique qui est, c'était justement le module d'éducation budgétaire auquel je faisais référence. On a de grandes ambitions, on parle d'inclusion, d'exclusion, mais en fait, ça veut dire quoi? Moi, Solène Marquet, je ne sais pas compter mes taux d'intérêt et je suis dans le rouge en fin de mois. Et pour les banques, il y a toujours un petit peu cette frustration de ne parler que quand ça va mal à leurs clients, alors qu'ils aimeraient bien être un petit peu en amont, avoir des sujets plus positifs à discuter avec eux. Et voilà, et c'est parti de là, et de fil en aiguille, aller voir l'ensemble de nos partenaires, identifier que ça répondait bien à un besoin, essayer de cadrer quel pouvait être l'élément de réponse, tout ça dans un cadre un peu contraint de temps, de ressources, de budget, essayer d'agréger les bons savoir-faire, arriver à ce livrable que je trouve moi personnellement très réussi et assez fabuleux, et de le voir déjà diffusé par certains de nos partenaires qu'on peut déjà citer, Orange, Nickel. Voilà, donc vraiment une très grande fierté d'avoir été à l'origine, en tout cas de la réflexion. Ça a été porté par deux personnes qui se sont données à fond sur le projet. Je vais même le citer s'il est là, je ne sais pas, Maxime Dumont, je ne sais pas s'il est dans la salle. Mais voilà, très très fier d'avoir pu assister à ça et de se dire on peut réaliser et concrétiser des choses. Ça marche. Et vous, Sophie? Moi, je prendrais un petit pas de côté en fait, pour répondre à la question. Si on souhaite attirer des talents, si on souhaite les faire grandir, c'est avec des beaux projets, des projets qui changent véritablement les choses, pas du blablabla comme nous dit Greta. Donc voilà, les discours un peu creux, ça ne marche pas. On a une quarantaine de métiers, rentrer dans des éléments de détail, je pense que ce n'est pas forcément ce dont on n'a pas le temps en fait, mais se dire qu'on collabore pour changer les choses et qu'on y arrive et qu'on le démontre et qu'on en parle autour de nous, ça fait une caisse de résonance terrible, ça attire les talents et du coup on en a absolument besoin parce qu'on n'a pas toutes les réponses. Et du coup ce côté j'invente le monde de demain, je le fais de mes mains, on est vraiment tous ensemble, pas tirer la couverture à soi tous ensemble, ce qui est aussi ce qu'on entend beaucoup, ce besoin de communauté, de lien collectif. C'est absolument ce qu'on veut faire. Donc la meilleure chose à faire, c'est de le montrer, d'attirer, de faire grandir la bulle pour qu'elle soit mondiale, évidemment. Super mot de la fin. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir nos invités.